Hello à tous, c'est Louisa, j'espère que vous allez bien. Vous regardez Midi Expert, le visio live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Lucille et Marion qui sont toutes les deux data scientists au sein de la Société Générale et qui vont nous parler des enjeux de la féminisation dans le métier de la data science. Bonjour Lucille, bonjour Marion. Bonjour, Bonjour. Comment allez-vous? ça va bien, Bien. merci. Et toi? Mais ça va bien, merci. Alors, toutes les deux, aujourd'hui, Lucille, Marion, vous allez répondre aux questions des étudiants et nous dire comment devenir data scientist, quels sont les enjeux et les apports de la data science, mais aussi comment œuvrer pour inclure les femmes dans le secteur. Avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr si vous voulez retrouver davantage de tips, de tutos ou de conseils sur votre insertion professionnelle. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Lucille, Marion, je vais vous demander de vous présenter. Lucille, est-ce que tu peux commencer à nous parler des formations que tu as pu suivre et de tes expériences professionnelles? Oui, bien sûr. Alors, du coup, moi, j'ai fait un master en mathématiques appliquées avec une spécialité en data science. Ensuite, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Société Générale et à l'issue, j'étais embauchée. Donc, ça fait maintenant 2 ans que je travaille en CDI pour le Data Lab de l'inspection générale et de l'audit. Merci Lucille. Marion, à ton tour, est-ce que tu peux nous parler de tes expériences professionnelles et de ton parcours? Oui, je peux. Oui, donc du coup, moi je suis diplômée de l'ENSAE et du master L'Orélie, qui est un master de modélisation aléatoire. J'ai fait plusieurs stages en trading et en structuration, puis j'ai été embauchée en 2013 chez Société Générale, et là en tant qu'ingénieur quantitatif. Et puis il y a 3 ans, je me suis orientée vers la data science en travaillant en tant que data scientist au sein du Digital Office de la banque d'investissement. Merci Marion. Alors, on va prendre les questions des étudiants et une des premières questions, c'est en quoi consiste le métier de data scientist en un mot? Marion, est-ce que, pour ceux qui n'ont pas de culture data, est-ce que tu peux nous donner une définition pour vulgariser le métier de data scientist? Oui, alors en gros, donc un data scientist, c'est quelqu'un qui va récupérer des données et grâce à des outils mathématiques et informatiques, il va pouvoir prédire des informations. Donc, par exemple, on a en tête Amazon ou Netflix qui va vous recommander des livres, des séries. Donc, derrière, il y a tout simplement un data scientist qui se cache et qui va effectuer donc des algorithmes de recommandation pour vous proposer ces choix. Lucille, pour en savoir davantage, pour en apprendre un peu plus, est-ce que toi, tu peux nous donner une définition plus précise du métier de data scientist? Oui, bien sûr. Du coup, peut-être nous, notre métier, finalement, au jour le jour, c'est dans un premier temps s'approprier un sujet qui peut être divers et varié au sein de la banque. On en parlera ensuite, mais ensuite, ça va être les données. Donc, c'est le grand cœur du sujet. Comment on récupère nos données dans un premier temps Mhm. et une fois qu'on les a récupérées, en quel état on les récupère? Est-ce que c'est des données propres? C'est rarement le cas. Donc, il va y avoir tout un travail de retraitement de la donnée, de mise en forme. En plus, d'autant plus si c'est une donnée non structurée qu'on va restructurer. Et une fois qu'on a ça, on a nos données propres. À ce moment-là, on va pouvoir appliquer différents algorithmes dont Mhm. Marion parlait tout à l'heure, typiquement de prédiction. Et une fois qu'on a fait ça, finalement, on a prédit quelque chose, on a notre résultat. C'est comment on le documente, Mhm. comment on le présente derrière. Donc, il va y avoir aussi un travail de documentation et de présentation à différentes audiences. Et pour finir, potentiellement, un passage en production. On prend tout de suite, si vous voulez bien, une autre question à étudiants qui sont quelles sont les compétences indispensables pour se lancer dans une carrière de data scientist? Donc forcément, on parle compétences, eh bien on pense à hard skills et soft skills. Marion, est-ce que tu peux commencer à nous parler des qualités techniques? Oui, alors déjà, on a quand même des profils assez variés, mais globalement, c'est vrai qu'en qualité technique, ce sont souvent des personnes qui ont un certain goût pour les mathématiques, pour le code, des outils informatiques dédiés au machine learning. Donc globalement, il faut être assez à l'aise sur certains langages de code, par exemple du Python ou du R. Et au sein de la Société Générale, qu'est-ce que vous utilisez comme langage de code? C'est essentiellement du Python pour la data science. Pourquoi? Parce que on va dire Python propose énormément d'algorithmes disponibles en open Mhm. source, donc publiquement. Donc c'est facile d'accès, on peut les réutiliser, on peut s'en inspirer, et puis on peut être à la pointe d'algorithmes innovants en réutilisant justement ce qu'on appelle ces packages qui sont disponibles publiquement. Et ce qui est vrai d'ailleurs, c'est pour un étudiant qui souhaite s'orienter en data science, je conseillerais le langage Python. Lucille, est-ce que tu peux nous parler des soft skills, donc les qualités humaines pour être un Oui. bon data scientist?
Ouais, alors la principale qualité, enfin les principales d'ailleurs, il va y avoir la curiosité. Il faut être très curieux des nouvelles choses en fait, parce que Mm. la data science, ça bouge constamment. Donc, il faut avoir envie d'aller sur Internet, chercher quels sont les derniers nouveaux algorithmes, les dernières nouvelles. Il faut avoir un bon esprit d'équipe parce qu'on travaille très souvent avec d'autres personnes, que ce soit des data scientists, mais aussi d'autres personnes dans le milieu de la data. Mm. Une bonne communication pour bien restituer ses résultats, savoir finalement vendre ce qu'on a fait, et une certaine rigueur dans l'application des Mm. différentes choses, enfin des différents algorithmes et des différents traitements sur la donnée, s'assurer qu'on a quelque chose qui est juste finalement. On prend une autre question. Quelles sont les formations à privilégier pour devenir data scientist, ce qui permet de s'intégrer dans la lignée des hard skills et soft skills qu'on posait. Marion, selon toi, quelles sont les formations à privilégier? Alors, ce sont souvent des formations assez mathématiques et informatiques, Ouais. généralement. Parfois, en fait, l'expertise mathématique peut être, on va dire, prépondérante par rapport à l'expertise informatique et inversement. Faut avoir quand même quelques notions de code habituellement. On va dire la plupart des data scientists viennent d'écoles d'ingénieurs ou d'universités avec des spécialités data science, mathématiques, informatique. Mhm. Et ce qui est vrai, c'est que si le candidat n'a pas forcément de spécialité data science, par contre, il a peut-être un petit background mathématique. Aujourd'hui, on peut toujours se former avec des formations en ligne, par exemple, notamment celles disponibles sur Coursera en machine learning, intelligence artificielle. Et puis, il y a également des plateformes comme celle de Kaggle qui proposent des concours de data science. Donc, on peut visualiser le code en fait, d'autres data scientists, s'en inspirer, et puis nous-mêmes, justement, pouvoir participer à ces concours. Et ça, c'est très formateur. Lucille, tu as un mot à dire là-dessus? Oui, peut-être ajouter qu'on peut aussi se former via un master spécialisé en un an à l'issue d'un bac+5. C'est aussi possible. C'est aussi possible. Et Marion, est-ce que le domaine de la data science n'englobe pas d'autres métiers? Oui, bien sûr. Donc, il existe beaucoup d'autres métiers en fait, dans le domaine de la data. Notamment, en fait, le data scientist va même travailler avec ces autres métiers. Donc, on peut donc découvrir le métier de data analyst comme ça. Donc, le data analyst, il va traiter différentes données, des données sur le client, sur le produit, qui sont liées à la performance de l'entreprise. Donc, il va donner des indicateurs qui vont permettre de guider, de piloter l'entreprise. Donc, généralement, il va disposer de skills graphiques. Il peut proposer donc on va dire des outils assez sophistiqués de visualisation des données, des graphiques assez évolués. Et puis donc, il y a également le métier de manager de projet dans le digital. Donc, lui, il va piloter des projets dans la transformation digitale, par exemple. Lucille, qu'en est-il de ton avis là-dessus? Le domaine de la data, est-ce qu'il englobe d'autres métiers? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Marion? Oui, peut-être pour compléter, on a aussi le métier de data engineer qui va être plutôt pour quelqu'un qui a une appétence pour l'informatique. C'est des personnes qui vont plus travailler sur la mise en production de projets, sur aussi l'extraction de données, et avec lesquelles on travaille de manière assez régulière en fait. Et Marion, je sais que tu voulais parler d'un autre métier. Oui, c'est vrai. Il y a le métier également de UX designer. Donc lui, il va optimiser l'expérience et le parcours utilisateur. Donc comme ça, peut-être que ça ne dit pas grand-chose, mais ça consiste à penser, concevoir un site web pour que son utilisation soit optimale. Donc il va proposer des solutions adaptées, quel que soit le support. Ça peut être smartphone, tablette, grand écran, etc. Et là encore, Et, on travaille avec eux. et une autre question, donc là plutôt sur votre expérience personnelle, un étudiant vous demande qu'est-ce qui vous passionne dans la data science et pourquoi avoir choisi cette voie, Lucille? Alors, du coup, moi, ce qui me passionne dans la data science, il y a deux choses principales, on va dire. La première, c'est que c'est une science qui est en constante évolution. Vraiment, tout le temps, il y a des nouvelles choses qui sortent, des nouveaux algorithmes, des nouvelles découvertes finalement. Donc, ça va être très riche. Il faut tout le temps, en fait, se tenir à la pointe de ce qui est fait. Et la deuxième chose, ça va être les applications. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une multitude d'applications. On peut travailler dans plein de métiers différents avec la data science. Et ça, c'est vraiment cool. Marion, pourquoi est-ce que toi tu as choisi cette voie? Je ne vais pas être très originale parce que je vais reprendre exactement ce que dit Lucille. Oui, c'est vrai, c'est une constante évolution et ça, c'est très attrayant. Les projets sont très diversifiés. En effet, on peut l'appliquer dans tellement de domaines que oui, c'est très intéressant. Un autre étudiant vous demande, pourriez-vous nous parler d'un projet que vous avez livré récemment ou sur lequel vous travaillez en ce moment? Marion, est-ce que tu peux nous parler d'un projet?
Oui, alors actuellement, je travaille sur un projet de no-casting sur le PIB, donc le produit intérieur brut, qui est un indicateur économique très regardé. Donc no-casting, c'est vraiment la contraction de deux termes anglais, no et forecasting. Donc c'est de la prédiction immédiate. Et l'objectif, du coup, c'est de prédire le PIB à n'importe quel moment au cours du trimestre. Donc ces prédictions, elles sont très utiles pour les responsables politiques, notamment pour évaluer les conditions macroéconomiques en temps réel, pour prendre des décisions économiques cruciales. Donc, notamment dans cette période de Covid, on voit que c'est assez important. Voilà. Et puis, ce qui est vrai, c'est que ça mène à des décisions qui modifient notre quotidien, comme on le voit aujourd'hui. Et donc, du coup, de ce fait, c'est quelque chose de très regardé par le marché, qui a besoin de comprendre, d'anticiper lui aussi, en fait, l'économie. Donc, ce qui est vrai, c'est que comme ça, on a l'impression peut-être que c'est pas si nouveau de prédire le PIB, mais par contre, ce qui est beaucoup plus rare, c'est de pouvoir le prédire à n'importe quel moment, en prenant en compte une multitude de données et en utilisant des outils innovants de machine learning et de deep learning. Lucille, tu peux nous donner un exemple de projet sur lequel tu travailles ou tu as travaillé? Oui, bien sûr. Moi, je vais choisir un sujet qui est assez récurrent à l'inspection et à l'audit, qui est la lutte contre la fraude, que ça soit finalement du blanchiment d'argent, du financement de terrorisme ou même de la fraude interne, en fait. Peut-être pour resituer, l'inspection générale et l'audit, ce qu'on appelle la troisième ligne de défense. Dans une banque, on a 3 lignes de défense. La première qui va être composée des équipes qui contrôlent les métiers eux-mêmes, finalement, leur propre travail. La deuxième ligne, ça va être le contrôle permanent, qui contrôle finalement de manière finalement tout le temps ce que font les métiers. Et nous qui sommes le contrôle périodique, donc on arrive en dernière ligne de défense et on le fait périodiquement. Et ce sujet de la fraude, en fait, revient de manière périodique, mais assez fréquemment finalement. Et donc, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Donc, comment finalement on a décidé d'adresser ce sujet? C'est déjà donc vraiment l'objectif, s'assurer qu'il ne reste plus de fraude dans le réseau transactionnel des clients. Donc, pour ça, on a déjà recréé le graphe transactionnel. Donc, finalement, toutes les transactions entre les différents clients. Ensuite, il a fallu découper cet énorme réseau donc en communautés. Donc ça a été un deuxième travail. Et ensuite, pour chaque communauté, on a voulu la décrire pour passer finalement d'une donnée, ce que je vous disais, un peu non structurée à une donnée structurée avec une ligne par communauté et des variables qui vont décrire ces communautés-là. Et ensuite, sur cette base de données donc structurée, on a pu appliquer des algorithmes d'apprentissage supervisés visant à prédire si une communauté est saine, donc pas frauduleuse, ou au contraire si elle est suspectée d'avoir commis une fraude. L'objectif final du projet, c'est de concevoir un outil qui pourrait finalement évoluer et s'adapter aux tendances de fraude qui évoluent constamment, sans pour autant nécessiter d'intervention humaine. Je pense que il y a finalement, on a encore beaucoup de choses qui sont en cours. Le projet n'est pas du tout fini, c'est quelque chose de longue haleine finalement. On retravaille par exemple sur la création de nos communautés, l'une des étapes, en utilisant des méthodes de social network analysis. Ces méthodes, à la base, elles sont appliquées plutôt sur des réseaux sociaux type Facebook, Twitter, pour finalement toujours décomposer en communauté. On travaille également sur de la création de variables de manière automatique avec de l'embedding de graphes. Et enfin, là, dernièrement, pour améliorer les performances, au lieu d'utiliser, on va dire, des algorithmes de classification classiques, on a appliqué des réseaux de neurones, ce qui permet finalement d'avoir de meilleurs résultats. Je pense que l'un des défis majeurs du projet, c'est que, en fait, dans notre graphe transactionnel, on a très peu de fraude. Finalement, il y a très, très peu de personnes qui font de la fraude. Enfin, heureusement, vous me direz. Mais du coup, ce qui fait que le projet est très compliqué, parce que c'est dur pour l'algorithme d'apprendre qu'est-ce qu'un fraudeur et qu'est-ce qu'un comportement frauduleux. Merci, Lucille, pour tes précisions. On prend une autre question qu'on vous a posée, qu'on vous a adressée à toutes les deux. Quels sont les enjeux actuels du secteur bancaire et comment la data science et le machine learning permettent-ils d'y répondre? Marion, est-ce que tu veux bien nous répondre à cette question? Oui, il y a plusieurs en effet enjeux actuels. Donc notamment le fait de devoir s'adapter, on va dire, à un environnement réglementaire qui est de plus en plus restrictif aujourd'hui. Mais en même temps, effectivement, une banque conserve son rôle clé de l'économie, son rôle central qui est de fournir du crédit à n'importe quel moment. Et là encore, c'est encore plus important, on va dire, dans une période de crise comme celle-ci, à tout moment pouvoir financer. Et puis, donc, un autre enjeu, c'est effectivement la Société Générale souhaite s'inscrire dans ce rôle de plus en plus durable et responsable, donc notamment via les financements ESG.
Donc ESG, Environmental, Social and Governance. Donc ce sont 3 facteurs, on va dire, qui mesurent la durabilité et l'impact sociétal d'un investissement dans une entreprise. Donc en quoi en fait le machine learning peut justement aider dans ces enjeux, notamment en évaluant avec précision les risques, en fournissant on va dire des données tangibles sur l'évaluation de ces risques, en détectant les entreprises, les personnes qui sont en difficulté, donc notamment en période de crise, en anticipant ces risques-là. Et puis pour tout ce qui est donc on va dire le côté donc environnemental et sociétal, en effet en quantifiant les critères environnementaux et sociétaux dans les entreprises, voilà, grâce à la donnée. Lucille, tu peux aussi nous en parler? Oui, justement, l'inspection et l'audit a mené une mission sur la RSE. Et donc, on a notamment travaillé sur un projet de data science qui s'inscrit plutôt sur le côté, j'ai plus mes mots, sur la réputation en fait de ces entreprises en termes de RSE et de risque climat. Marion, tu voulais ajouter Oui, oui, ce qui est vrai, c'est qu'elle également, tout simplement, on sait que les entreprises essayent d'aller de plus en plus vers l'innovation et c'est d'ailleurs une des valeurs de la Société Générale. Et c'est clair que là encore, le machine learning permet aussi de transformer les activités, d'automatiser des tâches, de fournir des services de plus en plus personnalisés aux clients. Et je dirais la bonne nouvelle dans le secteur financier, en l'occurrence, c'est qu'on dispose d'une grande quantité de données et d'une grande variété, parce que c'est vrai que ça fait partie de la culture de récolter des données, les analyser. Et forcément, ça nous permet, on va dire, de relever tous ces défis. Je le disais en introduction, vous allez nous parler de la féminisation des métiers de la data. Une question qui a été très redondante qu'on a reçue, c'est pourquoi est-ce important de parler de la féminisation des métiers de la data? Marion? Alors, c'est important parce que tout simplement la diversité, plutôt, le manque de diversité peut nuire à l'entreprise en fait. Et puis donc on a eu une étude récente du BCG qui montrait encore qu'il y avait seulement 15% des data scientists qui étaient des femmes. Donc aujourd'hui encore, c'est trop peu. Et puis ce manque de diversité, donc que ce soit des questions de genre ou autre en fait, peut apporter des biais parce que notre manière de penser, elle est clairement formatée par notre propre vécu. Donc si on pense tous de la même manière, on va traiter les données de la même manière, avec ou sans absence de sensibilité, sans vraiment souhaiter challenger ces traitements. Et ça, quelque part, ça peut produire des biais sociétaux de genre en intelligence artificielle. Donc c'est pour ça c'est essentiel d'avoir des équipes de data science et même ailleurs en effet qui sont assez diversifiées. Et puis aussi le fait que ça soit, ce manque de diversité puisse être un frein à l'innovation. Plus une équipe est diversifiée, plus on aura de solutions innovantes. Tout simplement, les personnes penseront différemment, donc forcément on ira vers de l'innovation. Voilà, et puis on le sait aussi qu'il y a différentes études qui montrent que généralement les équipes sont plus heureuses quand il y a une mixité, elles sont plus productives. Je crois qu'il y avait même une étude de l'Organisation mondiale du travail qui montrait qu'en effet, ça pouvait apporter des meilleurs résultats commerciaux quand il y avait une certaine politique de diversité. Donc voilà, donc en gros, pourquoi s'en priver, hein? Je veux dire, il y a vraiment tous les arguments pour. Donc oui, après, ce qui est vrai, c'est que nous, on considère vraiment qu'à compétences égales, évidemment, on va souhaiter aller vers de la diversité, mais c'est important quand même de garder ça en tête, c'est à compétences égales. Voilà, donc ça passe en effet par le fait de communiquer sur la féminisation. On avait aussi une autre question concernant ce sujet. Lucie, tu vas pouvoir peut-être nous répondre, qui était donc la question, selon vous, quelle est la cause profonde du manque de femmes dans le domaine de data science? Alors, du coup, déjà, peut-être une première chose, c'est l'étude que Marion a mentionnée tout à l'heure de BCG. Elle montre aussi qu'en fait, il n'y a que 35% des étudiantes en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc, on a déjà ce biais-là qui fait qu'il n'y a pas suffisamment d'étudiantes dans un premier temps. Et ensuite, je pense que nous, à la Société Générale, on a en plus un biais qui est le fait que ça soit de la finance et que quand on fait data science plus finance, on a encore moins de femmes. Et je le vois notamment à travers un cours que je donne à l'Université Paris-Dauphine sur un master finance, justement, mais un cours de Python, donc plutôt data science, où là, j'ai qu'une seule étudiante en fait dans mon TD. C'est très parlant. Marion, tu veux ajouter quelque chose sur cette question?
Je pense que justement, ça vient soutenir pourquoi aussi on est là aujourd'hui. C'est important de montrer tout simplement que c'est pas un métier d'homme, que toute femme intéressée par ce métier ne doit surtout pas se dire oui, ok, mais rejoindre la data science à la Société Générale, c'est évoluer, on va dire, dans un milieu qui ne favorise pas du tout l'inclusion des femmes. C'est totalement légitime en fait d'avoir ce type de stéréotype en tête, on le comprend totalement, mais c'est une idée fausse et on va dire que notre présence en atteste également aujourd'hui. Et alors, Lucille, tu disais que dans le cours que tu donnais à Paris-Dauphine, il y a une seule étudiante. Au sein de ton équipe, vous êtes, tu Oui. représentes la jante féminine ou pas du tout? Non, du tout, justement. Au sein de mon équipe, on est quasiment autant de filles que de garçons. Donc voilà, c'est aussi le message que je voulais faire passer. Si vous rejoignez, les étudiants qui nous écoutent, si vous rejoignez la Société Générale, les étudiantes, pardon, vous ne serez pas la seule femme, mais vous ne serez pas non plus le seul homme si vous êtes un étudiant, hein. On fera une autre question, pareil sur ce sujet. Comment donner aux femmes un sentiment de légitimité à travailler dans ce secteur? Marion? Clairement, je veux dire, la question ne se pose pas trop pour nous. Clairement, en commençant par leur assurer que bien sûr, elles sont légitimes, il n'y a aucun doute dessus. Et voilà, et on en est clairement convaincus. Lucille? Oui, peut-être pour compléter, c'est ce que je disais. Le poste, on l'a pour nos compétences et pas parce qu'on est des femmes, hein. Donc, ce sera pareil pour les étudiantes potentiellement qui nous écoutent, ou je le redis, hein, mais les étudiants également. Mais pour les femmes, en tout cas, croire en soi et voilà, savoir que ça amène aussi une richesse de points de vue, comme Marion le soulignait tout à l'heure, c'est vraiment le cas. On prend la dernière question. On vous demande comment œuvrer afin d'inclure les femmes dans ce domaine. Marion, il y a des choses qui sont mises en place? Déjà, oui, ça passe par la communication. Communiquer, en effet, qu'on a cette croyance de diversité et qu'on a aussi envie tout simplement qu'elles nous rejoignent. Voilà, donc encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est clair que notre présence, c'est aussi un des buts ici. Donc après, ce qui est vrai, c'est qu'on a la chance d'évoluer aussi dans un groupe où il y a une vraie dynamique sur le sujet. C'est un axe qui est clairement pointé du doigt. Donc on a cette possibilité de prendre la parole, de brainstormer sur ces problématiques. Donc récemment, par exemple, j'ai pu participer à des groupes de travail collaboratifs du AI Daring Circle du Women Forum. Okay. En gros, je veux dire, c'est vrai que ça ne doit pas dire grand-chose comme ça, mais ce sont des groupes de travail intersectoriels qui vont réunir des représentants du monde des affaires, des décideurs politiques, des ONG, des scientifiques, etc. Et le but, c'est de s'engager pour un impact positif sur le long terme, sur les questions où les femmes sont touchées, on va dire, de manière disproportionnée et où leur leadership est crucial. Donc pour nous, c'est important clairement d'apporter notre pierre à l'édifice. Et puis, c'est effectivement personnellement gratifiant de pouvoir collaborer à ce type de groupe de travail. Et puis, donc, outre la communication sur ce genre de choses, aussi présenter nos projets, montrer qu'on est là, qu'on est bien présente avec notre expertise et que cette expertise, elle est reconnue, entre autres aussi parce que nos équipes ont une culture de l'inclusion. Lucille, il y a d'autres mesures qui sont mises en place? Oui, alors du coup, finalement, on prend la parole lors de plusieurs et de divers événements finalement pour montrer des exemples féminins à la Société Générale. On participe aujourd'hui à l'émission Job Teaser avec toi, Louisa. En septembre 2020, on a participé à un meet-up dans le cadre de AI for Finance avec Women in Machine Learning and Data Science. On a pris la parole avec plusieurs autres collaboratrices, dont l'une d'elles fait une thèse CIFRE sur le NLP. Si jamais vous êtes intéressé, du coup, je m'adresse plus directement aux étudiants, la vidéo est disponible sur YouTube. Et on est également présente aux événements de networking, les forums étudiants finalement, où on montre que il y a également les filles, les femmes sont présentes dans les équipes. Et Marion, est-ce que c'est important de promouvoir ce poste auprès des femmes dès le plus jeune âge? Oui, bien sûr. Oui, c'est très très important. Oui, voilà, c'est vrai, à des enfants, à des adolescentes, leur expliquer qui est derrière Netflix et la voiture autonome. Et en gros, l'idée serait qu'elles aient un but professionnel dès le plus jeune âge, sans attendre en effet les grandes questions d'orientation qui peuvent arriver tard et parfois même trop tard. Un dernier mot, toutes les deux, pour les jeunes étudiantes qui voudront devenir data scientist. Un dernier mot peut-être d'encouragement ou ce que vous aimeriez leur dire? Moi, je pense que je leur dirais d'y croire et puis on y va, quoi. Oui, On peut y arriver.
Marion, tu partages, j'imagine, Je partage. cette idée. Évidemment. En tout cas, c'est déjà la fin de ce Midi Experte. Merci beaucoup, Marion et Lucille, de nous avoir partagé vos quotidiens, vos challenges et surtout d'avoir donné tous ces conseils aux étudiants. Chez vous, je vous le disais en intro, mais si vous voulez retrouver davantage de contenu, de types de tutos sur votre carrière professionnelle, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Marion, Lucille, encore un grand merci. Merci. Merci à toi. De m'avoir accompagnée sur cette émission. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.